ans après la crise post-électorale qu'elle a connue, la Côte d'Ivoire peut-elle s'offrir le luxe de replonger dans une crise politique au lendemain incertain? À 2 mois de l'élection présidentielle, les affrontements survenus dans plusieurs localités font craindre le pire aux Ivoiriens, mais également aux amis de la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, bonjour. Bonjour Madame, écoutez. Au lendemain des manifestations qui ont suivi l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara, vous avez lancé 2 appels, et cela dans une posture d'homme politique, loin de l'image du banquier que vous êtes. Est-ce le début d'une carrière politique ou est-ce seulement l'indignation d'un citoyen? C'est vraiment la réaction d'un citoyen ivoirien que je suis, qui est partagée aussi, je crois, par beaucoup d'amis de la Côte d'Ivoire dans le monde. Notre pays est dans une situation difficile. De vieilles blessures que l'on croyait, que l'on espérait refermer se rouvrent de 2010. Et la société ivoirienne aujourd'hui est profondément divisée. Et on le voit à travers les marches et les diverses manifestations qui ont eu lieu. Au vu de ce qui se passe, on a le sentiment que les hommes politiques, tous bords confondus, n'ont pas tiré de leçon de la crise de 2010 à laquelle vous faisiez allusion. Que faut-il mettre en œuvre pour mettre un terme à ce cycle de violence? Écoutez, pour moi, j'ai 2 obsessions. La première, c'est de stopper la montée de la violence. Et la deuxième, ensuite, c'est de préparer l'avenir. Mais la première est urgente et c'est la plus importante. Et je consacre tous mes efforts actuellement à éviter la montée de la violence. Et certains de ces efforts commencent à porter leurs fruits. Vous avez vu les déclarations des États-Unis, l'ambassade des États-Unis. Vous avez vu le secrétaire général des Nations Unies. De l'Union européenne également. De l'Union européenne aussi maintenant. Et aussi Amnesty International qui parle de paix. Qui parle d'une élection apaisée, inclusive, transparente, qui sera la seule manière en fait de réconcilier les Ivoiriens, de les amener à faire un choix qui conduise vers l'avenir et mettre fin un peu à tous ces troubles que nous avons connus, Madame. Alors certains préconisent également la suspension du processus électoral en vue d'une organisation d'un dialogue inclusif. Est-ce que vous partagez cette préoccupation? Écoutez, moi je crois que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour avoir une élection, comme je l'ai dit à l'instant, apaisée, crédible, inclusive et qui se déroule sans incident. Or, en l'absence de ces conditions, on risque de repartir dans un cycle que l'on a trop bien connu de résultats d'élections qui sont contestés, donc non acceptés, et de violence. Je pensais en venant ici au jeune Miessant, qui a 18 ans et qui est mort à Beaunois. Pourquoi est-ce qu'il est mort? D'une balle dans la tête. Chaque mort ivoirienne est une mort de trop. C'est quelque chose qui est douloureux pour moi et je le déplore. On sent votre émotion, Tidjane Thiam. Dans une lettre ouverte adressée récemment à Emmanuel Macron, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, lui demande de se prononcer contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Alors, dans de nombreux pays francophones, 60 ans après les indépendances, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une crise de la bonne gouvernance. Est-ce une fatalité? Je crois que notre destin est entre nos mains. C'est à nous de décider de ce qui va se passer. Et ce discours que j'ai tenu 2 fois récemment et que je tiens encore aujourd'hui d'union, de rassemblement est indispensable. Je crois que ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est ce qui divise. Et cette question du 3e mandat, évidemment, revient sans cesse sur la table et je ne suis pas constitutionnaliste. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce que je peux dire sur cette question, c'est qu'elle divise. Ça, je pense que personne ne peut le contester. Et qu'il faut éviter de nos jours, dans des nations qui sont jeunes et fragiles, tout ce qui divise. Je réfléchissais en pensant à cette émission au président Houphouët-Boigny et à une question que beaucoup ont oubliée, qui est celle de la double nationalité. C'est à ma connaissance la seule fois où il a reculé. Il avait proposé, dans le cadre du Conseil de l'Entente, que les ressortissants de pays membres du Conseil de l'Entente se bénéficient de la double nationalité. Et il y a eu une levée de bouclier en Côte d'Ivoire. Notamment le président Yassé avait joué un rôle là-dedans. Et à la fin, en 1966, c'est une des fois où le président Houphouët a dit simplement « nous ne sommes pas prêts ». Et il a retiré, alors qu'il avait engagé tout son poids politique derrière ça. Il a retiré cette mesure. Donc je crois que dans notre philosophie, il faut que nous privilégions l'unité et que nous évitions ce qui divise. La peur n'est pas un outil de gouvernement. Et je ne peux pas croire qu'on se réjouisse que des Ivoiriens aujourd'hui aient peur. Alors, au début de la crise sanitaire, vous avez été désigné par l'Union africaine pour réfléchir sur les conséquences économiques du coronavirus sur le continent. 6 mois plus tard, la Banque mondiale
parle d'une récession sans précédent depuis 25 ans, après des années de croissance. Quels sont les enseignements que les États africains peuvent tirer de cette situation inédite ? C'est une situation inédite, comme vous le dites bien, grave. Vous avez vu les ravages exercés par le coronavirus aux États-Unis. On est à plus de 170 000 morts aujourd'hui. L'Afrique, jusqu'ici, est dans une position qui n'est pas la pire, mais nous restons très prudents. Il y a eu beaucoup de travail fait pour donner une bouffée d'oxygène sur la dette aux États, mais aussi s'assurer que les fonds libérés sont bien utilisés. Il y a aussi une initiative très intéressante lancée par Strive Masiwia, qui est un jeune, on a le même âge, entrepreneur zimbabwéen, qui a créé une plateforme. Et ça, c'est vraiment unique au niveau mondial, où on a plus de 20 pays africains maintenant réunis. C'est un accord qu'on a passé avec la Chine et qui permet aux pays de s'approvisionner dans tous les équipements nécessaires et à des coûts très, très, très bas, et de façon informatique. C'est d'ailleurs une jeune informaticienne sénégalaise qui a écrit tout ce programme, qui l'a présenté à l'ensemble des chefs d'État. Donc, dans tous ces problèmes et ces difficultés, il y a aussi des raisons, comme toujours, d'espérer. Moi, je vois une Afrique nouvelle. Je vois des chefs d'État qui sont engagés. On a eu une réunion avec eux jeudi dernier par vidéoconférence, etc., qui sont près des dossiers et qui font du mieux qu'ils peuvent dans des circonstances difficiles. On voit également aussi que la catastrophe sanitaire annoncée n'a pas eu lieu sur le continent. Non, jusqu'ici, non. Êtes-vous surpris ? Écoutez, jusqu'ici, non, mais je pense que le mot-clé sur cette affaire, c'est la vigilance. Et il faut vraiment rester vigilant. Moi, il se trouve que j'ai été, pour des raisons diverses, coincé aux États-Unis pendant 4 mois. La Floride, au début, était très confiante dans la situation et finalement s'est retrouvée dans une situation dramatique. Donc c'est une maladie. Je vous rappelle, en janvier, en Chine, il y avait 80 cas. Donc elle croît de façon exponentielle. Donc il faut vraiment rester vigilant et bien sûr espérer que tout se passe bien, mais ne pas relâcher la garde. Et l'Afrique a-t-elle les moyens de se relever de cette crise économique ? Non, nous avons demandé, à la réunion du G20, nous avons demandé 300 milliards de dollars, 100 milliards par an, et nous sommes encore loin du compte. Donc beaucoup de chefs d'État africains, le président Macky Sall, le président Ramaphosa, le président Kagame sont des voix importantes dans ce débat. Quand on voit les ressources qui ont été dégagées, plus de 7 000 milliards de dollars aux États-Unis, les 300 milliards de dollars que demande l'Afrique sont nécessaires et raisonnables. Et merci de m'avoir ramené un peu sur le terrain de l'économie. Alors pour les pays du Sahel, cette crise sanitaire est quasiment une triple peine, parce que depuis 8 ans, ils sont confrontés à une crise sécuritaire. Quelles sont les stratégies préconisées pour les accompagner ? Car on voit bien que la solution militaire, pour l'instant, n'a rien réglé. C'est un sujet très difficile, mais tous ces sujets sont liés. Tout ce dont on parle là. Moi, je suis très focalisé toujours sur la paix et la sécurité. Le Premier ministre Tony Blair m'avait fait l'honneur de me nommer à la commission Blair avec une dizaine d'Africains en 2003-2004. Nous avons fait tout le travail qui a conduit aux remises de dettes de 2007-2008 à Gleneagles et j'étais en charge de paix et sécurité. C'était mon choix. Quand on a commencé le travail, il n'y avait pas de volet paix et sécurité et j'avais insisté pour qu'il y en ait un que j'ai piloté parce que c'est le sine qua non, c'est la condition sur laquelle il ne peut... Le droit le plus fondamental de l'être humain, c'est de vivre en paix et en sécurité. Donc, et la paix et la sécurité viennent quand les besoins fondamentaux des êtres humains sont traités. Donc très souvent, les problèmes de paix et de sécurité sont des problèmes sociaux ou des problèmes économiques qui trouvent leur traduction dans la violence. Et à la fin, il faut aller à la cause, à la racine du mal, qui est souvent l'insuffisance des moyens, l'insuffisance d'opportunités, l'insuffisance d'éducation, en particulier des femmes, parce que la démographie reste au cœur de ces questions-là, et permettre aux femmes africaines de maîtriser leur fécondité, de choisir combien la taille de leur famille est un combat, moi, que je mène depuis des années et que je ne cesserai jamais de mener, parce que une mère qui a une fécondité maîtrisée aura des enfants en bonne santé, les données là-dessus sont incontestables, et qui auront des perspectives dans la vie meilleures, et qui éviteront ces phénomènes de violence qu'on connaît, qui sont souvent aussi alimentés par le chômage. Parce que si vous avez une masse de jeunes gens qui sont sans perspective et qui n'ont pas de quoi s'occuper, qui n'ont pas d'espoir, il est facile à des politiciens sans principe
de les faire basculer dans la violence avec quelques billets. Tout le monde a vu les scènes sur Internet de billets distribués pour obtenir certains comportements. Donc, et la jeunesse de ce continent n'est-elle pas un atout? Bien sûr, totalement. Moi, je suis totalement convaincu que l'Afrique, c'est l'avenir. J'ai dit le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique, j'en suis convaincu. Et c'est largement grâce à nos ressources humaines, grâce au capital humain, nous avons fait des progrès extraordinaires au niveau du continent. Vous vous rappelez, dans les années 80, la plaisanterie la plus courante, c'était que le PIB de l'Afrique subsaharienne était inférieur à celui de la Belgique. Vous êtes plus petit que la Belgique. Plus personne ne pourrait dire ça aujourd'hui. Le PIB de l'Afrique a été multiplié par plus que 7 fois depuis. Donc les choses vont beaucoup mieux. On a tendance à s'attacher aux endroits difficiles, mais les choses dans l'ensemble vont beaucoup mieux. Mais c'est pour ça aussi que l'enjeu de la Côte d'Ivoire est important, parce qu'il est important pour l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, la stabilité de la sous-région. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas juste la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët disait toujours il ne faut pas aspirer à être une oasis dans le désert, parce qu'en général, c'est le désert qui gagne. Donc il faut que tous les pays de la région réussissent bien, s'en sortent bien, et c'est dans l'intérêt de l'Afrique de l'Ouest et c'est dans l'intérêt de l'Afrique tout entière. Et votre vœu, pour finir, Tidiane Tam, à la veille de ce scrutin présidentiel, s'il est maintenu, mon vœu, c'est que vraiment on renonce à la violence et qu'on ne voit pas de... Moi, j'ai grandi à une époque où vraiment un mort en Côte d'Ivoire, c'était un titre de la presse internationale. Revenons à ça. Sortons d'une période où 30 morts en Côte d'Ivoire, ce n'est même pas une nouvelle, elle n'est même pas reprise, parce que c'est décevant, ce n'est pas digne de la Côte d'Ivoire. Et nous pouvons faire mieux que ça. Tidiane Tam, merci.